pardonne tout. Regardez ici, Merci un petit coucou, un petit coucou, voilà. Bye bye. Voilà. Surtout dans quelques jours, tiens, je reste avec lui. J'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de partir. Vous pouvez... Le générique, envoyez le générique, je n'ai pas envie de partir. Plus d'informations sur france5.fr et sur 3615 France 5. Tout de suite. Tout de suite. Ils étaient bien sympathiques, ces Homo sapiens que nous a montré France 3 cette semaine. Tolérants, accueillants, pratiquant la parité homme-femme. Mais quelle était dans ce film la part des certitudes scientifiques et celle des exigences d'un scénario de télévision ? Imagine Fiona à la découverte d'un nouveau monde. Un monde où l'on peut tant apprendre. On l'imagine sous un tonnerre d'applaudissements, s'épanouir et tenir les tout premiers rôles. Chez Microsoft, c'est son potentiel qui nous inspire et nous créons des logiciels pour lui permettre de l'exprimer. Comme Sophie en 1901, Sonoble imagine de délicieuses recettes. Oh, la tarte au citron meringuée, Sonoble. Rides d'expression, traquez-les en 4 dimensions. Avec Décontracte de Boswellox, L'Oréal s'attaque aux 4 dimensions de la ride pour une efficacité sur le nombre, la surface, la profondeur, la longueur. La chirurgie attendra. Décontracte de L'Oréal, l'anti-ride puissance 4. Imaginez votre future maison en briques monomure. Elle sera saine et bien isolée. Renseignez-vous avant de construire. Monomure, c'est plus sûr. Révolution. 12 heures de teint incroyablement velouté poudré. Comme du cachemire. L'Oréal crée le fond de teint fondant poudré Cachemire Perfect 12 heures. Magique, sa texture surprenante se transforme en voile poudré. 12 heures de perfection cachemire. Il tient incroyablement bien. Plus besoin de poudre. Nouveau Cachemire Perfect 12 heures, le fond de teint révolutionnaire de L'Oréal Paris. À l'arrêt aussi, la Mazda 3 impose le respect. Dans sa version Proform, équipée de la climatisation automatique, d'un système audio CD, de jantes alliage, à partir de 16 400 €, elle montre encore plus de caractère. Mazda 3 Proform, son tempérament va vous surprendre. C'est un lointain cousin de l'homme apparu en Europe il y a 250 000 ans. Doté d'un physique peu flatteur mais d'une force redoutable, l'homme de Néandertal maîtrisait le feu et vivait de la chasse. Il a vécu ainsi pendant des dizaines de milliers d'années. Et puis soudain, il a disparu. Mais pourquoi ? Le destin de l'homme de Néandertal, aujourd'hui, à 13h35. Et c'est sur France 5. Arrête ça tout de suite! Mais tu comprends pas que je suis au bout du rouleau! Je suis vidé! Tu sais très bien jusqu'où je peux aller! C'est comme tu veux! C'est comme tu veux! D'accord! À la télévision, vos enfants ne voient pas la même chose que vous. Ces signaux sont là pour vous aider à protéger vos enfants.
Nom de code A3XX. 556 passagers, plus de 550 tonnes, 6000 ingénieurs, 16 sites de production en Europe. Un projet pharaonique, travail herculéen. À la veille du premier vol de l'A380, France 5 vous fait vivre l'aventure de l'avion qui révolutionne le transport aérien. 3 documents. A380, le grand défi. Aujourd'hui à 15h05, un bateau pour Airbus. Demain à 15h45, l'empreinte d'un géant. Mardi à 15h45. Et c'est sur France 5. Parce que notre équilibre a besoin de nature, les produits Bjorg, tous certifiés biologiques, ont des vertus nutritionnelles uniques. Bjorg, de la nature à l'équilibre. En ce moment, repartez au volant de la Toyota Yaris à partir de 9 450 € seulement. C'est la main de l'homme qui, par ses soins, donne tout son goût au vieux pané. Le vieux pané, un fromage, un vrai. Vieux pané, affiné et encore plus moelleux. Imaginez votre future maison en briques monomure. Elle sera saine et bien isolée. Renseignez-vous avant de construire. Monomure, c'est plus sûr. Brûlure d'estomac. Réni, médicament réservé à l'adulte. Jambon au torchon, Fleury-Michon. Le meilleur du jambon. Jambon Fleury-Michon. Elle est pas belle la vie? Bonjour, même si plusieurs dizaines de milliers d'années nous séparent de lui, le premier Homo sapiens, notre lointain ancêtre, vedette de la semaine sur France 3, nous paraissait parfois étonnamment proche. Néandertal et Sapiens se retrouvent ensemble autour d'un repas avec de nouveaux sentiments. Ceux de l'entraide, de la solidarité. Œil de serpent veut le rencontrer. Il sait qu'il faut toujours apprivoiser ceux qui viennent d'ailleurs pour éviter qu'ils ne deviennent mauvais ou dangereux. Dans ce premier village, Homo sapiens partage les tâches. Chacun travaille pour la communauté. Chaque famille a son foyer. On se rend service, on se rend visite. La polygamie a tendance à disparaître. La famille se resserre autour du couple. La peinture des cavernes devient un langage qui va permettre à tous les Homo sapiens de se comprendre et de s'accepter. Elle sera un message universel qui touche le cœur des hommes et les rend tous solidaires. Alors, solidaire, tolérant, adepte de la parité homme-femme, dans ce film diffusé sur France 3 cette semaine, quelle est la part de la certitude historique, enfin préhistorique plutôt, et quelle est celle des exigences du scénario et, je dirais, d'une certaine perméabilité à l'ère du temps d'aujourd'hui en 2005. Avec nous sur ce plateau, Yves Coppens, paléontologue et conseiller scientifique d'Homo sapiens, après l'avoir été de l'Odyssée de l'espèce, la première partie de la même série diffusée il y a 2 ans. Frédéric Foujas, vous êtes producteur et scénariste du film, c'est-à-dire c'est vous qui l'avez mis en image. Enfin, André Langanet, vous êtes professeur d'anthropologie génétique et relativement critique sur plusieurs aspects de ce film. On y reviendra dans la suite de l'émission. Mais nous allons commencer avec vous, Julia Foyce, par le scandale de la semaine à la BBC. Oui, pas un jour ne passe sans qu'on en parle à la télévision ou à la radio. Au cœur du tumulte de la polémique, la très respectable BBC. Samedi 8 janvier à 22h, la chaîne retransmet une comédie musicale. Je vous explique, c'est en fait un spectacle qui triomphe depuis 3 ans à Londres. Et c'est une très libre adaptation d'un célèbre talk-show américain particulièrement trash.
crash, le Jerry Springer Show. Toute la pièce est un délire totalement burlesque, l'acte 2 notamment, qui offre une lecture pour le moins personnelle de la Bible. Le diable en habit rouge vient chercher Springer et l'emmène droit en enfer. Il exige une dernière émission. L'animateur devra forcer Jésus, et oui, à lui présenter ses excuses au diable pour tout le mal qu'il lui a fait. Jerry s'exécute. So let's see if we can get an apology from my next guest. The hypocrite son of the fascist tyrant on high, Jesus of Nazareth? Jesus, Satan has something he wants to say to you. So go ahead, Satan. Sit down on your ass. It ain't gonna happen. Sit down on your ass. Jesus. Give me a second. Satan, what are you doing here? You're making the situation worse. Jesus has flown a long way to be here today. This is not his neighborhood. Show him a little courtesy. So he turned some water into wine. So he walked across the frickin' seas. So you got yourself crucified. Here's a little biscuit from me. I am Jesus, Son of Man, Son of Mary, Son of God. So do not fuck with me! I do not want your biscuits! I want your love and your respect. For I am love and I love all mankind. Jesus is gay! Oh, that's right! Give me a break! Actually, I am a bit gay. Voilà, donc le mot est lâché. Jésus est un petit peu gay. Non, vraiment, là, faut pas exagérer quand même. Hein. Sachant que le programme allait être diffusé, diverses associations chrétiennes ont commencé à s'organiser quelques jours plus tôt, dénonçant le caractère blasphématoire de l'œuvre et s'estimant directement offensées par le contenu du spectacle. 47 000 personnes ont appelé ou écrit à la chaîne entre deux manifestations devant ses bureaux. Toujours maîtresse d'elle-même, la BBC traite le sujet dès le lendemain dans ses journaux. Plusieurs mouvements de protestation se sont tenus hier devant les bureaux de la BBC contre la diffusion de la comédie musicale Jerry Springer l'Opéra. 40 000 personnes au moins ont contacté la BBC suite à sa décision de maintenir la diffusion du spectacle. Mais pour le directeur des antennes, Mark Thompson, il n'y a rien de blasphématoire dans cet opéra. Jamais une émission de la télévision anglaise n'a provoqué un tel déluge de plaintes. Pendant la diffusion de l'opéra, des centaines de chrétiens et un certain nombre de musulmans se sont rassemblés devant le siège de la BBC à Londres et autour de plusieurs bureaux régionaux au Royaume-Uni. Nous sommes ici pour protester contre la crasse et la dépravation. Cette nuit encore, nous élèverons nos mains vers vous, Seigneur. Nous prions pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, les appels indignés ont continué par la suite après la diffusion du spectacle, 900 au total. Certaines associations ont même déposé un recours devant la justice pour blasphème. La BBC tient bon et pour elle, il s'agit de liberté d'expression et de création artistique. D'ailleurs, avec 1 700 000 téléspectateurs, le Jerry Springer Opera a battu les records d'audience. La pièce d'ailleurs s'emporte pour le mieux. Une tournée est prévue dans tout le Royaume-Uni ainsi qu'une représentation de charité dans une cathédrale. Ben oui, parce que la hiérarchie de l'Église, elle, n'a rien trouvé à redire à ce spectacle. 1 700 000, c'est moins qu'Homo sapiens, mais c'est quand même pas mal. Mais c'est déjà pas mal. C'est quand même pas mal. Merci Julia. Judith Bernard, vous avez regardé Il y a que la vérité qui compte sur TF1 et vous avez été sacrément surprise. Oui, je suis tombée en arrêt devant un rideau. Alors ça se passe chez Bataille et Fontaine et presque tout le monde connaît le principe. Hein, c'est des gens qui viennent faire des déclarations ou des demandes à des proches qui se tiennent derrière un rideau. Donc, alors, le voilà.
le rideau en question. Blanc, translucide, aérien, un peu comme un voile nuptial. Et du coup, ça nous fait une bien jolie métaphore. Nous voici entrés dans la symbolique du sacrement. La télé se fait église. Et oui, les participants viennent ici pour faire des demandes ou rendre grâce, c'est-à-dire pour faire des prières. Et en face, Bataille et Fontaine, en bons prêtres, eh bien, ils officient avec l'obséquiosité qui convient à leur solennelle mission. Ils donnent leur bénédiction et puis ils célèbrent le sacrement selon un rituel immuable. La liturgie exige de répéter comme un ave ou un pater la phrase clé. Et la vérité est au bout du couloir. La vérité est au bout du couloir. La vérité est au bout du couloir. Et oui, au bout du couloir, puisque celui à qui l'on vient faire sa demande est d'abord tenu à l'écart. Innocent et timide comme une mariée au matin de ses noces. Il est conduit sur le plateau comme à l'hôtel, au bras d'un certain Sam, un figurant zélé à mi-chemin entre le père de la mariée et l'employé des pompes funèbres. L'entrée dans la nef se signale par un néon très éloquent qui commande un silence religieux, bien sûr, et sur le plateau, les décorateurs ont pensé à tout. Ils ont placé les écrans par lesquels les participants peuvent communiquer très en hauteur. Et les voici donc, les participants levant des visages émus, pleurant et priant, le regard perdu dans les nuées cathodiques, ça devient sublime. On dirait des tableaux de piété de la Renaissance. Alors, tout oint de larmes, ils sont fin prêts pour le sacrement. Si le rideau s'ouvre, eh bien, ça peut être un baptême, les lavant du péché originel, c'est-à-dire de la grosse bêtise qu'ils ont à se faire pardonner, ou bien un mariage consacrant une union solennelle. Et puis, si le rideau reste fermé, eh bien, il se fait linceul, enterrant pour jamais les espoirs du mandant. Voilà, avec une petite métaphore, le voile blanc comme figure du sacrement, et puis une mise en scène hyper ritualisée. On voit que l'émission produit une espèce de métaphore filée qui transforme la télé en lieu de prière et de sacrement. Et les participants, ils viennent ici pour trouver ce qu'offrait jadis l'Église, c'est-à-dire des signes, des rites et du sacré. Et pendant ce temps-là, Bataille et Fontaine, comme les membres du clergé d'Ancien Régime, eh ben, ils s'en mettent plein les poches. On nous avait bien dit que le 21e siècle serait religieux ou ne serait pas. Ce qu'on ne nous avait pas dit, c'est que ce serait la télé qui ferait office d'opium du peuple. Oubli, réparé. Christelle Ploquin, nous avons chronométré les temps d'antenne consacrés aux différents sujets d'actualité dans les grands journaux télévisés, le cru décembre 2005. Voilà, 2004, comme chaque mois, pardon. décembre 2004. Alors comme chaque mois, les grands thèmes d'actualité dans les journaux du soir des trois grandes chaînes. C'est un calcul qui est effectué par Aurélie Windels. Juste pour avoir bien en mémoire, donc TF1 apparaîtra en bleu marine, France 2 en rouge et France 3 en bleu clair. Alors pour le mois de décembre, à tout seigneur, tout honneur, on commence par les 5 sujets en tête du classement. Vous allez me dire que c'est sans surprise que les tsunamis soient le premier sujet traité en quantité. Pourtant, je vous rappelle que la catastrophe a eu lieu le 26 décembre, ce qui veut dire que c'est sur 6 jours seulement que le thème a été traité. Et malgré ça, c'est celui qui a occupé le plus grand temps d'antenne dans le mois, soit 9 heures, toutes chaînes confondues. Donc juste après, c'est évidemment la libération des 2 otages en Irak qui a occupé nos journaux, puis les traditionnels sujets qui parlent de Noël, suivi des affaires judiciaires, principalement le procès de Maxime Brunery qui avait essayé d'assassiner Jacques Chirac et celui d'Alain Juppé pour ses déboires avec le financement du RPR. Enfin, les faits divers ont eux aussi occupé pas mal de temps d'antenne, et notamment l'explosion d'un immeuble à Toulouse et le cas du militaire qui s'était barricadé dans un dépôt d'explosifs. Voilà. Alors parmi ces 5 sujets, vous en voyez un qui est un peu plus léger que les autres quand même, c'est tous les sujets qui tournent autour de Noël. Alors on peut se demander pourquoi le sujet arrive aussi haut dans le tableau. Ben, c'est tout simplement parce qu'il y a des tas d'informations de la plus haute importance juste avant les fêtes, des informations dont on ne peut pas se passer. Et vous allez voir qu'ils sont traités très différemment sur TF1 et sur France 2. Pour ce 24 décembre qui coïncide cette année avec la fin de la semaine, les retardataires étaient nombreux à faire les derniers achats avant la fermeture des magasins ce soir. Il y avait beaucoup de monde chez les commerçants cet après-midi. Dernière ligne droite avant Noël. Il vous manque plus rien ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Juste une entrée. Les retardataires s'activent, la nuit est déjà là, il ne leur reste que quelques minutes. Allez, on se dépêche, le réveillon n'attendra pas. Les minutes passent, Noël approche, dernier coup d'œil sur les listes. J'ai acheté 2 baguettes et un gâteau, une bûche. Est-ce que j'achète d'autres choses ? Il me reste 2 heures encore.
Donc ça va aller, je pense. C'est jouable? Ouais, c'est jouable. Sûr? Ouais. De la 6e à la 15e place, donc cette fois-ci les 3 chaînes confondues, on trouve parmi les sujets principalement traités l'Ukraine avec les nouvelles élections présidentielles ou des reportages sur la précarité au moment de l'hiver. Alors les sujets sur la précarité et la solidarité, ça ne représente que 1h37 d'antenne, c'est-à-dire 1h30 de moins que tous les sujets sur Noël, les huîtres et les sapins. Et si on s'attarde sur le décompte détaillé, on voit que c'est TF1 qui en fait vraiment beaucoup sur le sujet précarité-solidarité avec 50 minutes de temps d'antenne. Et si TF1 en a beaucoup fait sur la précarité, France 2 en revanche a eu une préférence pour les sports d'hiver. Vous voyez, le sujet est en 15e position dans la liste. Alors la chaîne en a fait des tonnes avec 33 minutes d'antenne consacrées au sujet. Un bataillon de journalistes avait été envoyé sur les pistes et dans les stations, les pauvres. Et grâce à eux, on a pu tout savoir sur le sujet. Alors à commencer par la terrible angoisse de la neige qui n'arrive pas, qui retarde l'ouverture des stations. Et puis 5 jours plus tard, la neige qui arrive, enfin, on a eu peur, et les dernières vérifications du matériel des stations. Les journalistes nous ont passé en revue les différentes chaussures et skis du marché avec des innovations incroyables comme ce capteur intégré qui adapte votre ski à la neige, ce manteau chauffant pour ne pas attraper froid sur les pistes, ou encore ce blouson musical pour glisser en musique. On n'arrête pas le progrès. Enfin, pour finir, des interviews qui nous permettaient d'apprendre des tas de nouveaux trucs très clairs sur les sports d'hiver. On parle de glisse, de rail, de tricks, de run, de trucs de fou, de gueudin, mais ça reste pareil. Que de la vraie, pure information. Alors dans les profondeurs du classement, Christelle, l'Irak. L'Irak qui arrive très très loin, en 28e dans la liste, avec 35 minutes à peine de temps d'antenne, toutes chaînes confondues. Alors cette faible couverture s'explique évidemment par la dangerosité de la situation en ce moment, difficulté encore tristement prouvée ces temps-ci avec la disparition de Florence Aubenas et Hussein Hanoun El Saadi. Difficulté également illustrée par ce reportage de TF1 du 21 décembre dernier. Un attentat particulièrement violent à Mossoul avait provoqué 22 morts et une cinquantaine de blessés dans l'armée américaine. Le reportage nous montrait des images du lieu de l'explosion, des victimes et des survivants. Et l'envoyé spécial nous expliquait également le contexte, c'est-à-dire l'ambiance très tendue dans la ville de Mossoul ces temps-ci. Jusque-là, rien de très nouveau, sauf que cet envoyé spécial en question, il n'était pas du tout en Irak, il était à Washington, parce que la direction de l'information de TF1 a cessé d'envoyer des journalistes sur place pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Alors le seul ennui dans cette décision qu'on peut tout à fait comprendre, c'est que du coup les informations sur la situation irakienne sont forcément vues par le biais des États-Unis, ce qui modifie évidemment leur tonnerre. Voilà, enfin pour finir, je vous rappelle que tous ces calculs et même d'autres plus détaillés sont disponibles sur le site internet france5.fr. Alors reprenez votre souffle, Christelle. Maintenant, tout à fait autre chose, une invitée particulièrement convaincante chez Laurent Ruquier sur France 2. Tout à fait, c'était mardi dernier dans l'émission On a tout essayé. Laurent Ruquier avait décidé de parler de chirurgie et de médecine esthétique et il avait pour ça 2 invités. Donc Guy Haddad et une de ses patientes, Madame Patricia Krechner. Si Madame a accepté de venir avec vous, c'est parce qu'elle assume parfaitement le fait d'avoir eu recours non pas à la chirurgie esthétique, mais à la médecine esthétique. C'est bien ça? Vous avez 47 ans, je crois. Oui. Voilà, 47. Et vous avez commencé à quel âge alors? Il y a une dizaine d'années environ, j'avais 35-37 ans. Oui, je trouve ça extraordinaire parce que ça remodèle bien tout l'ovale du visage et ça permet à la peau de ne pas se casser. En fait, c'est ça l'intérêt. C'est pas de vouloir être jeune à tout prix, c'est qu'on garde une fraîcheur qu'on n'a pas naturellement. Naturellement. Et donc on a un téléspectateur de Lyon qui a été intrigué par, je le cite, cette séduisante invitée, patiente, et qui a eu l'idée d'aller taper son nom sur Internet juste pour voir comme ça. Et il nous a fait part de sa découverte plutôt amusante. On trouve cette Patricia Krechner sur le site d'une clinique privée parisienne dans la liste des actionnaires. On apprend qu'elle détient un peu plus de 11% du capital de la clinique. Et l'actionnaire suivant dans la liste, eh bien, il n'est autre que Guy Haddad, le médecin qui était chez Ruquier aussi et qui est administrateur de l'établissement. Enfin, dernière découverte, c'est que notre amie Patricia est mariée. Son nom d'épouse, Cohen, est, aux surprises, le même nom que celui d'un autre actionnaire, Massou Cohen, le directeur de la clinique. Bref, tout ça, ça ne fait pas vraiment une témoin tout à fait objective. Alors, pour ceux de nos téléspectateurs qui n'auraient pas bien compris, cette patiente est la femme du directeur de la clinique. L'équipe de Laurent Ruquier le savait-elle en la recevant? Oui, l'équipe de Laurent Ruquier le savait, mais pour la journaliste que j'ai eue au téléphone, il n'en demeure pas moins que cette donc charmante patiente et invitée était une authentique patiente du docteur Haddad et qu'elle avait donc toute sa place sur le plateau.
Merci Christelle. Avec vous, Maya Neskovic, et avec nos invités d'aujourd'hui, nous allons revenir sur la vedette de la semaine sur France 3, c'est-à-dire notre ancêtre commun Homo sapiens, que vous nous représentez peut-être, Maya. Homo sapiens, oui. notre lointain ancêtre. Voilà, lui-même en personne. Alors dans le film donc on a vu mardi 11 sur France 3, vous nous racontez près d'un demi-million d'années de l'évolution de l'homme. Et donc nous, autour de cette table, nous sommes tous des Homo sapiens, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Et un de nos ancêtres, à nous tous ici, c'était un certain Homo erectus, ou celui qui se tient debout. Alors de erectus à sapiens, il s'écoule là aussi des dizaines de milliers d'années. Mais vous, dans le film, vous décidez d'aller un tout petit peu plus vite. Il est vivant. C'est une petite fille. Elle a une drôle de tête, avec son front tout droit et sa peau sans poils. Elle a l'air si fragile et vulnérable. Sans le savoir, ils viennent de donner naissance à une nouvelle espèce d'homme. Une espèce qui va bientôt les remplacer. Homo erectus sent peut-être qu'il a fait son temps. Et que l'avenir est là, entre ses bras. Homo sapiens arrive. Il va changer la vie des hommes et conquérir le monde. L'évolution d'Erectus en sapiens s'est faite sur des centaines de générations. Petit à petit, son corps devient plus élancé. Son front se redresse. Son cerveau devient plus vaste, plus complexe. Alors, des centaines de générations, des dizaines de milliers d'années en quelques heures, on comprend bien que de toute façon, il fallait faire des raccourcis, hein, ça, c'était clair. Est-ce que le scientifique que vous êtes a eu des réticences au principe de ces raccourcis quand même vertigineux? Oui, mais j'ai des réticences en permanence. Mettez-vous à la place d'un scientifique qui aime bien les publics, aime bien raconter ce que fait sa science et ce qu'elle croit comprendre. Mais mettez-vous à la place aussi de toutes ces ellipses. On m'a dit que ça s'appelait des ellipses, qui sont quelquefois un petit peu dures à avaler. Ça, pas tellement, quoique c'est un petit peu fort, mais c'est très fort. Merci. Trop fort. Merci. Ce sont des compliments, si je comprends bien. C'est-à-dire que de deux choses l'une, quoi, où on travaille pour quelques milliers de personnes, pour quelques dizaines de milliers de personnes, ou pour quelques millions de personnes. Et je vous assure que dans le courrier que je reçois, des choses aussi élémentaires que le fait qu'on ait changé de corps, des choses aussi élémentaires que le fait qu'on ait changé de niveau de pensée, des choses aussi élémentaires qu'on n'ait pas occupé toute la Terre tout de suite, tout ça sont des nouveautés, des choses c'était pas su de tout le monde, nouvellement acquises. Ouais. Il y a donc une tranche de population que l'on rejoint. Alors est-ce que c'est utile? Moi je pense que c'est utile, mais qui a appris des petites choses au travers de nos ellipses. D'accord. Mais alors, vous disiez tout à l'heure la naissance du premier sapiens, comme ça, il y a Erectus, puis tout tac, il y a un bébé sapiens, et alors là, l'humanité bascule. Vous disiez tout à l'heure, c'était un petit peu fort. Mais alors, comment s'est passé votre dialogue à tous les deux? C'est-à-dire que j'imagine que c'est vous qui avez proposé cette idée-là, l'idée de l'accouchement? Comment ça s'est passé? On a voulu que ce soit un moment d'émotion fort, pour dire, voilà, à un moment, notre espèce apparaît. Alors, comment créer une émotion forte? Parce qu'on sait, il y a une chose qu'on sait, c'est que l'émotion favorise la mémoire. Et grâce à l'émotion, on atteint des zones profondes de la mémoire. Donc, quand on veut faire passer une information importante, si on l'accompagne d'une émotion puissante, elle va mieux rester. Oui, mais alors la mémoire de quoi, justement? Parce que c'est toute la question. Parce que j'imagine qu'un spectateur adulte, comme nous le sommes ici autour de cette table, peut parfaitement comprendre le principe du raccourci. Et par exemple, les très nombreux enfants qui ont regardé votre film, parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants, est-ce que vous n'avez pas eu peur de leur donner une image fausse de ce qui s'est passé? Justement, moi, vous avez bien montré dans l'extrait, on dit 30 secondes après qu'en fait, ça s'est passé sur des centaines de générations. Vous le dites, on le précise. C'est bien de l'avoir regardé d'ailleurs. Mais on le dit, mais chacun sait que l'image est beaucoup plus forte et comme en plus de ça elle vient avant, on sait très bien que les gamins ne vont mémoriser que cela. Donc on retombe dans une théorie qui a existé dans la science d'autrefois, autrement dit qu'il y avait eu des transformations brusques et qu'on était passé brusquement d'Erectus à Sapiens, ce qui n'est certainement pas le cas. Alors,
Il y a deux façons d'aborder les choses. Soit on peut faire une fiction complète, comme par exemple la guerre du feu, dans laquelle on ne se prononçait pas sur le fait qu'on avait affaire à Erectus, Sapiens, Néandertal. On avait des hommes préhistoriques qui étaient imaginaires et qui faisaient des choses imaginaires avec l'imagination débordante de Desmond Morris derrière. Et le commentaire était minimal pour pas trop s'engager sur des choses qu'on ne savait pas. Mais là, dans Sapiens, ce qui m'a gêné, c'est que le commentaire tente à être maximal. Il y a certains moments, on ne se croirait pas dans un match de foot tellement on raconte ce qui se passe à l'écran. Mais dans la pratique, pour un commentaire scientifique, j'en ai déjà fait un certain nombre de fois, on essaye d'être discret et puis de livrer le minimum d'informations incontestables et puis qu'il soit en accord avec l'image ou qu'il complète l'image quand on n'a pas l'image, ce qui était souvent votre cas, bien sûr. Alors, je voudrais juste montrer un autre extrait tout à fait dans le même ordre d'idée. Alors, c'était dans le film précédent, c'était dans l'Odyssée de l'espèce. Alors, un autre moment où vous avez joué l'émotion, et à mon sens personnel, c'était très très réussi parce que c'est vraiment un des moments que je garde en mémoire. C'est le moment où notre très très lointain ancêtre, Maya, se redresse. Voilà, et là aussi, il fallait trouver une explication. Pourquoi tout d'un coup, nos ancêtres, les grands singes, ont eu l'idée de se mettre sur leurs pattes arrière et puis d'avancer comme ça. Alors, donc, l'explication que vous nous donniez, c'était que pour survivre dans la savane, dans un espace ouvert avec des hautes herbes, les grands singes se sont redressés et donc ça donnait cette scène assez émouvante. Il mesure 1,30 m. À quatre pattes dans la savane, il ne sait plus où il va. Alors, il se dresse sur ses deux pattes arrière. Et là, il voit. Il voit. Il observe. Il voit. Et dès qu'il veut se déplacer, ça recommence. Être à quatre pattes l'empêche de voir. Alors, il a une deuxième intuition. Il va avancer, mais debout, et le plus longtemps possible. Ça y est, il est bipède. Ce n'est pas une attitude naturelle pour un singe, mais ça fonctionne. Donc il se lève pour voir autour de lui, hein. C'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse de Lamarck 1809. Dans la philosophie zoologique, dernier chapitre, le quadrumane devient bimane. Et alors pourquoi vous choisissez cette hypothèse-là parmi plusieurs autres? Parce qu'il y a plusieurs... J'ai plein de choses à vous dire. D'abord, je vous ai précédé, hein, parce que je ne savais pas le choix que vous aviez fait. Et en effet, vous êtes comme les enfants. Vous mettez le doigt juste là où ça a fait mal. Les gosses sont formidables à cet égard. Bon, ben, on prend ça comme un compliment. Hein, on va décider de prendre ça comme un compliment. Ah, oui, absolument. C'est digne de votre fraîcheur. Et les enfants... Et pourquoi ça fait mal? Pas parce que, évidemment, ce sont des parties du film. Enfin, il y en a 90 minutes hein, derrière et devant. Mais ce sont des endroits qui sont en effet un petit peu difficiles à digérer. Enfin, moi, ce jour-là, je me faisais tout petit sur mon fauteuil. L'inverse, quoi. Il a voulu regarder sous les herbes de la savane. Il aurait voulu retomber à quatre pattes. Alors, Yves Copin, est-ce que ça veut dire que vous avez dit à Frédéric Foujas, vous avez dit au producteur, non, ça, cette scène, j'en veux pas, c'est trop, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est dommage qu'il n'ait pas apporté son texte corrigé. Ça fusait. Hein. Mais alors, vous avez envoyé balader Yves Copin? Vous avez osé envoyer balader Yves Copin? Moi, j'ai remis mes textes et il me rayait en rouge. Alors, alors une fois c'était rayé en rouge, c'était fini, vous ne pouviez plus. Vous passiez outre? Non, jamais passé outre, on est passé quelquefois un peu en force, en douceur, pardon. Non, attendez, quand on va chercher Yves Copin, professeur au Collège de France, et qui vous met des grands traits rouges et qui vous dit ça non. Non, mais ça, on l'a validé, mais on l'a validé pour un parti pris narratif. On voulait trouver une façon d'expliquer, et je crois que les partis pris narratifs ne sont pas dangereux pour la science. Pour moi, la télé n'est pas un média de connaissance pure. La télé est un média pour éveiller la curiosité, pour susciter des vocations, pour que les gens aillent chercher ailleurs, s'ils veulent en savoir plus, des détails, des précisions. Et la science, la place de
de la science à la télévision, c'est quelque chose de minuscule. C'est un premier pas. La télé est un premier pas dans la voie de la connaissance. Je pense que la vocation de ces œuvres-là est purement d'éveiller la curiosité. Le problème de ces films est et sera toujours le problème d'un mélange d'informations et forcément d'un mélange de fiction. Et je reconnais, je le connais et je le rencontre, c'est un problème auprès des petits. Je vais demain matin dans une classe de CM1, qui est celle de mon fils. Je suis allé dans un certain nombre de classes au moment de l'Odyssée de l'espèce. Quand le petit du premier rang, il s'appelait Samuel, me dit « Comment tu sais que feu se dit brrr ?» Alors je lui dis « Écoute, j'ai pris mon portable, je l'ai appelé. » Puis après, je me suis assis à côté de lui en disant « Tu sais bien que on est obligé d'imaginer, parce que ces gens-là, on ne les a pas encore entendus. Peut-être que ça viendra un jour. » On est d'accord. Mais surtout qu'il y a un effort prodigieux qui a été fait à certains niveaux. Vous allez quand même passer pour positif, comme je le suis à beaucoup d'égards. Par exemple, un parti pris terrible, c'est la couleur de la peau et la pilosité. Sur les hommes préhistoriques, on n'en sait rien. On ne sait pas s'ils étaient noirs, blancs, poilus, imberbes ou autres. Là, on a pris des partis pris extrêmement prudents, mi-figue, mi-raisin, ils sont plutôt bronzés, ils sont un peu poilus mais pas trop. Donc on n'a pas donné, on n'a pas montré des choses que l'on ne savait pas. Délibérément, on a été très prudent sur ce sujet-là. Je voudrais juste qu'on vienne à l'extrait qui vous a frappé, vous, David Abiker, puis évidemment on va poursuivre, qui est un grand moment de communion artistique. De communion et de communication peut-être. Alors je le remets dans son contexte. À un moment donné dans le documentaire, il y a un petit enfant qui tombe malade ou qui va pas bien, et il y a un sorcier qui entreprend de le guérir. Et donc il invoque l'esprit d'un bison, et invoquant l'esprit du bison, il lui prend l'idée de le griffonner sur un mur, et il fait une invention, une découverte remarquable. La main d'Atka trace les contours d'une nouvelle image devant les yeux des étrangers. Les hommes des deux clans sont pris par le spectacle. Ils cessent de se battre et attendent la suite. L'image prend une forme qu'ils connaissent. Elle leur rappelle une émotion qu'ils ont déjà vécue. Ils se regardent. Ils ressentent la même chose. Et cela leur va droit dans le cœur. Et se transforme. Est-ce grâce à la lueur des flammes ou à la danse du sorcier? Ils voient tous l'esprit de l'animal. Ils avancent, ils marchent, ils l'entendent même. Ils vivent ensemble l'intérieur de l'âme humaine. Alors je ne ferai évidemment aucun commentaire scientifique, mais j'ai été frappé parce que j'ai trouvé ça réjouissant pour plusieurs raisons. D'abord, souvent les inventions de l'humanité, on nous parle de la roue, du feu, etc. Et j'ai trouvé que sur le plan pédagogique, c'était génial d'avoir montré comment on a inventé l'image finalement, ou comment ce type, pensant à un bison, il a pris un charbon et paf, du bison, il le trace sur le mur. C'est vrai que c'était pas évident. C'était pas évident de tracer et de représenter. Donc ça m'a bien plu. La deuxième chose, c'est l'attitude du public. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'écran plat, ils n'ont pas de coin carré, ils n'ont pas le téléphone sur un truc, et ils sont complètement subjugués par l'image la plus rudimentaire qui soit, alors que nous, finalement, aujourd'hui, on est peut-être un peu blasés par rapport aux images. La troisième remarque que je me fais, c'est le côté réconfortant de l'image. C'est-à-dire que, vous le dites dans le commentaire à un moment donné, ils étaient, au début, ça devait être une bagarre. Hein, les Néandertaliens, c'est pas les Néandertaliens, c'est les deux tribus sapiens. C'est deux tribus rivales qui arrivaient pour s'exploser la tête à coups de matraque et d'eau. Et en fait, ils vont pas se taper dessus parce qu'ils voient le bison maladroitement tracé sur l'écran caverneux, et puis ils s'assoient et ils regardent. Et là, finalement, entre eux et nous, alors là, je brode évidemment, mais entre eux et nous, entre eux qui finalement, entre cette concorde ensemble dans la caverne et nous dans une salle de cinéma, on voit que l'image a un pouvoir de réconfort, et puis tout le monde se met à regarder dans la même direction, à se calmer, et on évite la bagarre. Alors j'ai une dernière, je terminerai par une question. Vous êtes finalement un professionnel de l'image, un fabricant. Comment vous avez imaginé la genèse de la fabrication de l'image finalement? Comment ça vous est venu cette idée de dire je vais mettre en scène la naissance de la première image? L'idée, elle est venue
de la science. C'est quand même là, on illustre d'une certaine manière la théorie de Jean-Claude qui croit profondément au chamanisme et à l'origine pour les peintures pariétales de pratiques chamaniques au fond des grottes, c'est pas nulle part. Le fond des grottes, c'est une acoustique particulière, c'est une lumière particulière, c'est le vacillement du feu, c'est une ambiance presque de cinéma, c'est quelque chose. Et effectivement au pouvoir nouveau qu'acquiert l'image comme un langage universel. D'accord. Judith, c'est sur cette image de la naissance de l'image, c'est ça? Oui, en tout cas sur l'évitement du coup du fait que les deux tribus se foutent sur la gueule, puisque tu disais, on est dans un moment, un carrefour narratif où il est question que deux tribus éventuellement se clashent, puisque l'une a investi la caverne de l'autre. Et j'ai eu le sentiment, moi, qu'à chacun des carrefours narratifs où on risquait d'avoir un affrontement, il y avait quand même un peu un prisme idéologique du docu-fiction où on optait toujours pour la voie pacifique. C'était un peu tous les sujets qui ont été lancés en amorce de l'émission, nous montrent que Sapiens, systématiquement, quand il rencontre l'autre, est dans la recherche de l'alliance, de la solidarité, voire de l'amour. Et ça m'a donné un peu l'impression qu'on évacuait tout ce qui relève de la violence et de la cruauté qui sont attestées dans toutes les tribus primitives ou presque. Hein. Toutes les sociétés sauvages ont une pratique symbolique, même si c'est pas de l'ordre du défoulement de la pulsion. En tout cas, dans beaucoup de sociétés sauvages. Faut pas faire de généralité comme ça. Non. Il y a des situations extrêmement différentes. Oui, mais enfin, non, mais quand même. Est-ce que ça veut dire qu'il y a zéro violence et que c'est un humaniste, Sapiens, c'est un humanisme formidable? Une époque qui est avant la sédentarisation. On parle d'une époque où les gens sont nomades. Quand les gens sont nomades, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des nomades, que ce soit dans le désert, sur la mer, les nomades n'ont pas ont un sens de l'hospitalité, un sens de l'autre qui est extrêmement différent du sédentaire. Le sédentaire, quand il voit l'autre arriver, il se sent menacé. Vous êtes d'accord? Alors, non, mais c'est vrai, moi je suis un peu comme Judith, je les ai trouvés quand même formidablement sympas, tolérants, bien pensants, et je me suis dit trop. Autour d'un thème qui là encore m'a surpris un peu dans le film, c'est la manière dont vous montrez les rapports homme-femme. Maya, éternel sujet. Éternel sujet, et c'est vrai que moi et d'autres, certainement, s'imaginaient qu'à l'époque, les relations entre les hommes et les femmes, c'était relativement primitif, bestial. Eh bien, pas du tout. Grâce à vous, on découvre que l'homme a rapidement compris l'importance de demander son avis à la femme. La femme néandertale veut le chef du clan des reines pour elle. Mais Aki a déjà 2 compagnes. Et rien ne se fera sans l'accord de ces femmes. Elles sont d'accord. Désormais, elles vivront ensemble. Donc voilà. Oui, Yves Copin se remarquait l'œil noir de l'autre, mais enfin, elle donne son accord. Hein. Oui, enfin, ça a pris un petit bout de temps quand même. D'accord. Voilà. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Ils vont tomber amoureux, ils vont aller un peu plus loin dans leur connaissance de l'autre. Mais bon, jusqu'à présent, c'est vrai que l'image qu'on avait donc de ces relations homme-femme était assez animale. Exemple, en 82, Jean-Jacques Hano sort La Guerre du Feu, et c'est vrai que chez lui, on ne demandait pas son avis à madame. Mais juste sur les relations entre les hommes et les femmes, moi ce que je voudrais demander, c'est à vous, Monsieur Fouja, pourquoi à un moment vous vous êtes dit, il va demander l'autorisation à ces 2 femmes, parce que la représentation de Jean-Jacques Hano, c'est certes brutal, mais enfin moi ça me paraît beaucoup plus réaliste. Non, mais on a oublié que probablement pendant très longtemps les sociétés étaient matriarcales. Et donc c'était les femmes qui étaient la lignée principale des groupes sociaux. Pour une raison, pour de multiples raisons, mais une qui est essentielle, c'est que pendant très longtemps, on ne faisait pas le rapport entre l'accouplement et l'enfantement. Ça quand même, il y a 9 mois d'écart. Et donc la force de vie, et la force de procréation et la survie du clan dans le temps passait par la femme, ce qui conférait à la femme un pouvoir extraordinaire, toujours d'ailleurs.
hein. Et donc, on a été dans des sociétés matriarcales où les femmes avaient un pouvoir considérable. Donc pourquoi les hommes ne l'auraient pas compris? Voilà, bon. Après, c'est ça la raison. C'est ça la raison. Non, c'est pas la raison, mais c'est. Ça... Non, parce que dans le premier, dans l'Odyssée de l'espèce, on vous avait reproché un peu justement le penchant inverse. On avait dit l'Odyssée de l'espèce, franchement, c'est un peu macho. Le rôle des femmes n'est quand même pas. L'Odyssée de l'espèce, on a affaire à des êtres qui sont moins sophistiqués. Aujourd'hui, la vision qu'on a de l'homme préhistorique, notamment du Néandertal, est différente. On le prenait autrefois pour un gros abruti, en gros. Et aujourd'hui, on se rend compte, parce qu'on voit quand même tout ce qu'il a fait pour ce qu'on arrive ici, on sait maintenant que c'est quand même un type qui avait une certaine intelligence, et on le représente différemment. En ce sens-là, je pense, un petit peu. Oui, monsieur Langagnier ? Oui, moi, je voudrais revenir sur cette histoire. Il faut quand même savoir que ce que l'on voyait dans la guerre du feu et qu'on voyait aussi dans l'Odyssée de l'espèce en matière d'accouplement, quand justement cette jeune actrice coréenne apprend à Néandertal qu'on peut aussi copuler en missionnaire et que c'est beaucoup mieux qu'en levrette, ce qui se discute d'ailleurs. C'est votre opinion personnelle. Non, c'est une vieille idée de Desmond Morris qui a sorti ça pour la première fois dans Le Singe nu, et on a retrouvé ça partout après. C'est d'ailleurs la prégnance. Pour lui, c'était une fantaisie, parce que Desmond Morris savait très bien que tous les grands singes adoptent toutes les positions possibles et qu'ils ont une très grande liberté. Il n'y a aucune raison de penser que les humains préhistoriques, sapiens, qui étaient nous, et Néandertal, qui était pratiquement comme nous, n'avaient pas aussi une très grande diversité d'attitudes. Par ailleurs, le fait que ce soit la femelle qui choisisse ou qui donne son avis, c'est quelque chose de très général chez les mammifères. Dans la plupart des espèces animales, l'accouplement n'a lieu que si la femelle consent. Les cas où il y a viol, il y en a quelques-uns, mais c'est extrêmement rare dans la nature, contrairement à ce qu'on croit. C'est les femelles qui maîtrisent la situation la plupart du temps. Et c'était toujours près d'un feu de cheminée, encore comme aujourd'hui. Non, parce qu'avant, il n'y avait pas de feu. Voilà. Alors, peut-être qu'ils faisaient plus ça au soleil, parce que la chaleur, c'est quand même essentiel dans ces circonstances-là. Bon, alors après les images d'accouplement, je voudrais qu'on vienne au dernier thème important de votre film, du deuxième, Homo sapiens, qui est le thème de la foi, de la croyance, alors qui occupe une grande place dans le film. Et tout commence, Maya, par un miracle. Voilà, alors pour expliquer l'apparition de la foi, vous choisissez de nous raconter l'histoire d'un garçon, Neka, de sa mère et de sa petite sœur. Alors, avec leur clan, ils se retrouvent, les pauvres, pris dans un gros orage. Et alors qu'ils se sont tous regroupés en attendant que ça passe, la petite sœur de Neka, paniquée, s'enfuit, suivie de sa mère qui essaie de la rattraper, et là, c'est le drame. De la foudre tombée sur la mer, une bête à cornes est apparue. Neka l'a vue. L'animal est parti en laissant les corps de sa sœur et de la mère sur le sol. Voilà, donc Neka n'arrive pas à se résoudre à leur mort. Il va rester toute la nuit à veiller leur corps. Et le lendemain matin, alors que tout le clan dort encore, eh bien, une bête à cornes vient boire à la rivière. C'était la même bête à cornes, celle qui était venue la veille, dans la grande lumière. Dans le souffle de l'animal qui s'enfuyait, il entendait gémir la voix de sa sœur. Au moment où la bête perdait la vie, l'inexplicable est arrivé. Le souffle de l'animal avait disparu et celui de sa sœur était revenu. Comment était-ce possible ? L'inexplicable est arrivé. Alors, comment il faut lire cette scène ? Le miracle s'est produit ou Neka imagine, rêve d'un miracle qui aurait pu se produire ? Je peux vous dire, quand je l'ai lu, puisque je l'ai écrit, c'était... D'ailleurs, il y a eu 27 versions de cette scène, parce que c'était très compliqué de mettre en scène le début de la croyance. Mais c'est plutôt que l'homme, tout d'un coup, est capable de faire des associations. Et là, on a une coïncidence. Pour moi, à l'écran, c'est une coïncidence. Pour nous, Européens, cartésiens, on voit quoi ? Une coïncidence. Et on voit cet homme qui interprète cette coïncidence comme, en faisant une association entre deux choses, comme le début d'une croyance. Enfin, franchement, quand on voit le film, il n'est pas évident tout de suite que c'est une coïncidence. L'inexplicable est arrivé. Je vais vous dire franchement, moi je l'ai revu 2 ou 3 fois pour bien comprendre ce que vous avez voulu dire, et je me suis dit, il ménage les deux.
C'est-à-dire qu'il ménage les téléspectateurs croyants qui vont pouvoir dire voilà, formidable, et il ménage les athées, les non-croyants qui vont pouvoir dire c'est une coïncidence. Est-ce que ça a été totalement absent de... Non, vous avez raison. Je veux dire, on ne peut pas non plus blesser la susceptibilité de façon abrupte. Donc effectivement, cette version ménage ceux qui croient profondément et ceux qui croient moins. Je ne suis pas d'accord, moi ça ne ménage pas du tout ceux qui ne croient pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On présente ça comme si c'était vrai. Non mais il ne manque plus que la grotte et puis Sainte Bernadette à côté. Enfin, moi je ne suis pas d'accord du tout avec ce genre de présentation. Hein, autant j'apprécie. Alors peut-être que ça a un intérêt, c'est que là on voit bien qu'on est dans la fiction. Hein. S'il y a des miracles, c'est qu'on est dans la fiction et ça peut excuser qu'un certain nombre de choses ne correspondent pas à l'état de la science. Maintenant, cela dit, quand même, il faut vous remercier pour une chose qui est extrêmement importante, hein, c'est que pour la première fois en prime time, on voit des organes génitaux masculins, parfois un peu erectus d'ailleurs, qu'on ne voit pas, même pas dans les pornos soft à minuit. Donc ça, c'est un très grand progrès pour l'éducation sexuelle à la télévision, et je dois vous en remercier publiquement. Vous trouvez que c'est pédagogique? C'est tout à fait pédagogique, il faut voir les choses. Alors, je crois que les Américains ne les verront pas d'ailleurs, hein, puisque dans la version qui sera diffusée aux États-Unis, ils seront floutés, les sexes masculins seront floutés. Les sexes masculins seront floutés, et il y a aussi quelques seins qui traînent ici et là, qui seront... Pas toujours, avec des étoiles dessus, comme dans les Non, ça doit être terrible d'avoir un sexe flouté, non? Il faudra leur demander. Tout à coup, ça me fait quelque chose. C'est des temps obscurs, donc. Alors, juste pour terminer sur la religion, bon, ça c'est le miracle originel, si j'ose dire, mais après le thème reste quand même très présent dans le film, hein, Maya. Voilà, puisque vous nous dites que à partir de là, c'est parti pour la pensée religieuse. Le temps des croyances chamaniques est arrivé, et c'est vrai que du coup, des chamans, on va en voir partout. Chaque tribu a son chaman. Alors il y a par exemple Nata, la chamane de la forêt. Alors elle adore le soleil. Elle n'arrête pas de dire oro, oro et de se mettre en transe. Oro, ça veut dire quoi? C'est le soleil, j'imagine. Il y a aussi le chaman de la rivière. Lui, son truc, c'est plutôt l'eau. Voilà, il fait aussi des choses avec l'eau. Il y a le chaman qui aide Sapiens et Néandertal à chasser le mammouth. Alors, et apparemment... il est très capable. Ouais, et sa méthode c'est efficace puisqu'ils arrivent à attraper le mammouth. Et puis enfin, il y a le chaman dans la grotte qu'on a vu tout à l'heure, David, qui mange des limaces hallucinogènes et qui fait donc des fêtes avec ses amis, qui leur fait des jolis pas de danse. Alors, voilà. Mon petit doigt me dit que vous avez trouvé qu'il y avait trop de chamans dans le film et que vous avez mis des traits rouges un peu sur quelques chamans. Oui, en effet, j'ai essayé de réduire certaines choses. Mais quand même, il faut se souvenir d'une chose, c'est que nous sommes ici, en France, on pense d'une certaine façon, on pense d'une façon qui est proche de celle des pensées d'autres pays européens. Quand on se projette un beau jour dans de petites sociétés et qu'on essaye de les comprendre, on se trouve dans un monde très différent, avec des pensées très différentes, ça j'ai pas besoin de vous le dire, et avec un monde qui est totalement sacré, c'est-à-dire que chaque geste est sacré. Et c'est extrêmement difficile d'imaginer rapidement, pour les ethnologues, dans quel monde d'idées, de pensées, de conception du monde, qu'on appelle cosmogonie, on se trouve. Effectivement, quand on a travaillé avec Yves sur la vision générale de cette histoire de Sapiens, on s'est rendu compte qu'il y a 100 000 ans, il y a vraiment quelque chose qui change. Et on s'est rendu compte que, vraisemblablement, les croyances font de Sapiens un autre homme, et c'est presque une définition de l'humain tel qu'il est aujourd'hui. C'est l'homme qui croit, quoi. Donc oui, la croyance revêt une importance. Sapiens en latin, enfin mes souvenirs de latin sont lointains, mais c'est l'homme qui sait. C'est l'homme qui sait, bien sûr. C'est pas du tout pareil. Non, mais pour nous, je veux dire, dans notre travail, on s'est dit, finalement, une des grandes différences avec tout ce qui est venu avant, c'est que l'homme, tout d'un coup, se met à croire. Il se met à croire à des choses qui ne sont pas dans la réalité, mais qui sont dans son cerveau. Et donc, la naissance des croyances, les croyances se répandent extrêmement vite, elles acquièrent une force très puissante, et c'est vrai, comme le dit Yves, dans tous les groupes qu'on connaît en anthropologie, on trouve du sacré, on trouve des croyances très fortes qui organisent la vie. Donc oui, on s'est dit que vraisemblablement dans tous les groupes de cette époque-là, il y avait quelqu'un qui était chargé de la communication avec l'autre monde, d'organiser le sacré.
Moi, j'ai une opinion assez différente, en particulier pour avoir vécu longtemps dans des sociétés très différentes. Je crois que ce qui est, bien entendu, toute société a besoin de règles pour tout un tas de choses, règles de la manière de se marier, de s'accoupler, de partager les biens ou des choses comme cela. Mais la plupart du temps, les sociétés fonctionnent selon des traditions dont elles ne connaissent pas la théorie. Alors le problème, c'est que quand des ethnologues occidentaux en particulier vont interroger au fond de la brousse quelques vieillards qui sont les seuls qui ont du temps à leur consacrer et qui se disent, celui-là, il faut que je lui raconte une histoire, quelle histoire il attend de moi, ils se mettent à raconter des histoires, d'ailleurs pas les mêmes dans le même village d'un vieux à l'autre. Alors à ce moment-là, l'évocation d'ethnologue après notre émission. Nous occidentaux qui avons beaucoup de croyances, une certaine tendance à participer à des tas de religions extrêmement mystiques, on cherche le mystique. Mais je peux vous dire que dans la vie quotidienne d'un certain nombre de peuples, le mystique est rare, comme ça m'a des fois été dit au Sénégal oriental. Oui, Dieu, celui qui a créé le monde, bon, il y en a sûrement un, mais il est tellement loin, et nous, au quotidien, on a tellement d'ennuis avec les sorciers. Très bien. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans avoir revu quand même, pour le plaisir, simplement 2 autres images de préhistoire, parce que ce qu'il faut bien dire, bon, on a vu Jean-Jacques Hano, on a vu votre film, mais les deux s'inscrivent dans une tradition relativement longue de représentation filmique de la préhistoire. Alors, simplement 2 précédents, Maya. 2 précédents, on va commencer à l'image par le plus proche de nous, c'était dans les années 60, Raquel Welch en femme préhistorique, ça s'appelait 1 million d'années, je savais que ça allait vous faire plaisir, 1 million d'années avant Jésus-Christ. Alors c'est truffé d'anachronismes pour le coup, il y a des dinosaures bizarres, mais il y a des scènes d'action palpitantes et vous remarquerez les efforts des costumières. Voilà, donc ça c'était dans les années 60 et encore plus loin, dans les années 20. Le film s'appelait Les 3 âges et on y voyait Buster Keaton vêtu d'une magnifique peau de bête qui lui aussi se battait pour la femme, affrontait d'affreux méchants barbus au péril de sa vie et finalement, grâce à son courage, c'est lui qui remportait la femme. Alors c'est un peu brutal mais elle a l'air ravie. Voilà, 2 visions assez opposées du consentement féminin, d'après Franck. Oui. La différence joue beaucoup dans le son quand même. On se rend compte que bon, le muet c'est évidemment une autre affaire. Sur le Raquel Welch, là, on voit qu'il y a une musique très très dramatique, alors que vous avez pris souvent l'option dans votre docu-fiction d'une musique que j'ai trouvée assez lyrique, en fait, qui allait avec le commentaire de la voix off, qui était très, comment dire, emphatique, hein, où on sentait une espèce d'émotion à voir naître l'humanisme plus que l'humanité. J'ai l'impression que la différence que j'appelais tout à l'heure le prisme idéologique, en fait, il passe beaucoup par la bande-son, cette musique et ce discours finalement très moral. Musique originale. Oui, probablement. Hein. Là, c'est plus l'intervention de Jacques Malater, du réalisateur. Là. Il a recherché de la ferveur, il a recherché de l'émotion. C'est là où il est fort, d'ailleurs. Moi, je vois 2 différences, c'est les dents et le rythme. Les dents et le rythme. C'est-à-dire que dans le documentaire très réaliste ou dans La Guerre du Feu, on voit qu'ils sont lents. C'est gauche, ils ne sont pas vifs comme s'ils étaient dans les couloirs du métro. Et puis ensuite, il y a le réalisme des dents. Vous leur faites des dents pourries, ou des dents en tout cas pas hollywoodiennes, comme on en a vu. On a vu de très beaux râteliers dans les extraits avec Raquel Welch et Buster Keaton. Pour le coup, elles sont plus vraisemblables. Enfin, j'imagine. Encore une fois, on n'y était pas, puis il n'y avait pas les sucreries à l'époque. Non, il n'y avait pas. Mais les dents, ça fait partie des choses qu'on a et sur lesquelles on sait qu'il y a eu des variations, et des variations selon les périodes. Et alors donc, elles ressemblaient plutôt aux dents de Raquel Welch ou aux dents du monsieur là? Nous avons des collections au musée de l'Homme où on a des néolithiques qui ont de très belles dents, alors que des mérovingiens, beaucoup plus tard et beaucoup plus près de nous, ont des dents épouvantables. Les Néandertals, c'est dégueulasse, alors. Les Néandertals, c'est effrayant. C'est-à-dire, les dents sont pourries. Ah oui, oui. Alors qu'il y a des néolithiques qui ont des belles dents. Ah oui. Et puis Erectus, c'est plutôt mieux que Néandertal, sauf erreur de ma part. Il y a des explications? C'est lui, les dents. Oui, les explications, on les cherche, mais on a pensé que Néandertal utilisait aussi ses dents pour autre chose que pour manger.
par exemple? Autrement dit, dans l'artisanat, par exemple, il tendait les fils ou les peaux entre ses dents et sa main pour travailler. Donc ça participait aussi à son activité. Mais c'est vrai que les dents de Néandertal sont... Mais ça, les Inuits le font, ils ont quand même de bien meilleures dents que nous en général, sauf quand ils mangent beaucoup de sucre, ce qui arrive des fois. Mais autrefois, ils avaient de belles dents, alors qu'ils les utilisaient beaucoup. Donc c'est très variable selon les populations. Très bien. Écoutez, merci à tous trois de vous être prêtés à ce débat. Je crois que ce qui sera clair pour tous nos téléspectateurs, c'est le nombre d'hypothèses que nous avons tous évoquées au cours de cette émission. Alors, de nombreuses possibilités pour prolonger le débat de ceux qui ont vu l'Homo sapiens sur France 3, des DVD, les making-of dans les DVD, des livres. Tout ça est détaillé sur le site internet de France 5 et sur celui de France 3 aussi. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine, 12h38. Au revoir à tous. Plus d'informations sur France5